Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Mathieu, ça va? Je t'ai laissé la mort, ça ne te dérange pas? Non, non, nullement. Parfait. Tu te rappelles quand on portait des masques tout le temps, il y a un truc qui était assez pénible, c'est que les gens donnaient des conférences, on n'entendait rien du tout. Ouais. Et c'est ça l'idée, c'est le concept. Non, on va l'enlever assez rapidement, D'accord. je crois, parce que ça commence déjà à Je m'en souvenais plus, dis donc. Voilà, mais Ouais. bon, de toute façon, Ouais. Sibeth Ndiaye a dit que ça ne servait à rien, Oui. donc je propose qu'on les retire d'emblée. C'est le déconfinement le plus rapide du monde. Peut-être je peux commencer par une petite lecture. C'est un morceau de la page 416 d'un ouvrage à paraître ces jours-ci, ces tout prochains jours, et je le lis tout de suite. Il y est question d'une reconstitution en cire réalisée entre 1691 et 1694 par l'abbé Zumbo et qu'on peut voir au palais Torrigiani de Florence. Et l'auteur de cet ouvrage à paraître dans peu de jours écrit: il faudrait pouvoir rendre ce double mouvement d'attirance et de répulsion comme un dispositif de déstabilisation. La scène est là, dans un petit théâtre posé sur une table, comme si elle était destinée à soi seule. Tout va bien, c'est petit, maîtrisé, confiné, à la manière d'un bibelot dans un intérieur bourgeois. On s'approche, on ne peut pas ne pas s'approcher. On s'approche au point de perdre pied, d'y plonger entièrement. Il en va ainsi avec le théâtre ou le cinéma, tout espace virtuel. On oublie que tout cela n'est qu'une mise en boîte. À un moment donné, ce qui est représenté annule tout ce qui déborde du cadre. Le monde extérieur n'existe plus. Double mouvement, a-t-on dit, car vient l'instant où l'on s'éloigne de tout ce cirque, parce que le macabre voisine avec le grotesque et que cela est aussi un peu ridicule. Page 416 d'un ouvrage intitulé Peste noire. Oui, Peste noire. Apparaître aux éditions du Seuil. Apparaître aux éditions du Seuil. Et commis par Patrick Boucheron. J'en ai peur. Et dont le titre claque comme un album de hard rock, hein. Peste noire. C'est vrai, j'espère, on verra ce qu'il en est du lettrage sur la couverture, on espère du gothique à ce niveau. J'ai évidemment choisi cet extrait parce qu'il y est question de peste et parce que le mot de cinéma y figure et parce qu'aussi il y est question d'avancer et de reculer. Or, avancer tout en reculant, reculer tout en avançant, c'est le mouvement de l'historien. En tout cas, c'est le mouvement de la préface de ton livre que vous découvrirez. J'ai eu la chance de le voir, pas en PDF, pas encore en vrai, si j'ose dire. C'est le mouvement de cette préface où on commence en plan serré. Je te cite, « Qui est cette femme et où va-t-elle ?» Et puis on recule progressivement. Nous sommes à Marseille, la fin du mois d'août 1349. Quelques pages plus tard, nous sommes dans le premier quart du XXIe siècle, en train de lire des archives. Et quelques pages plus tard encore, le 20 avril 2020, Daniel Lordsmail postait une courte vidéo pour ses étudiants de l'université de Harvard, dont l'épidémie de Covid-19 le séparait désormais. Il y présentait l'inventaire après décès du père d'Aliceta Paula, qui est la femme dont tu parles. C'est ce document que je choisissais 8 mois plus tard comme amorce de la séance introductive des 2 années de cours au Collège de France dont procède ce livre. Et très curieusement, donc la préface, à mesure qu'elle précise l'objet dont il va être question, qu'elle resserre la focale sur les circonstances dans lesquelles cette femme éplorée se rend à l'état civil pour gérer des questions de succession, eh bien, le contexte doit en même temps s'élargir pour permettre la compréhension de ce qui est en jeu et s'élargir aussi pour faire voir les sédimentations d'archives de contexte dans lesquels ces événements se trouvent pris et interprétés. Or, avancer et reculer, me suis-je dit, te lisant, c'est aussi un mouvement de cinéma. C'est ce qu'on appelle au cinéma l'effet vertigo. Je vous cite la notice Wikipédia, car nous sommes bien heureusement dans un monde où Wikipédia est devenu une référence légitime. Il y a quelques années, vous m'auriez lancé des tomates. Désormais, on sait que le savoir est un peu plus assuré là qu'ailleurs. Je le cite. Le travelling contrarié, également appelé travelling compensé, effet vertigo, transtrave, dollyzoom, en rapport avec le modèle du chariot du même nom, encore contrazoom, est un effet cinématographique consistant à contrarier les effets simultanés d'un zoom arrière et d'un travelling mécanique avant.
ou l'inverse, zoom avant et travelling mécanique arrière. De telle sorte que le sujet principal reste cadré de la même manière, tandis que l'arrière-plan subit des déformations de perspective, un allongement ou un tassement. Je me suis dit, c'est intéressant parce que, au fond, voilà, de la boîte de Zumbo, qui figure en cire, en tout petit, une scène atroce de peste et de cadavres, au mouvement de l'écriture historienne et au mouvement du cinéma, il y a quelque chose, il y a une affinité, d'où une première question que j'espère assez étroite, hein, je te la pose. Quelle affinité entre la peste et le cinéma, premier aspect de la question, et quel intérêt pour l'historien à se pencher sur des films pestiférés? À se pencher justement, et donc au risque de se casser le nez, comme on peut inévitablement l'expérimenter devant ce petit théâtre de la peste. Donc il faut imaginer, en fait, c'est une sorte de diorama, en fait, de scène qui est enfermée et miniaturisée dans une vitrine. Et comme c'est horrible et comme c'est tentant d'aller voir ce qui est horrible, on s'approche, et s'approchant, effectivement, on risque de se casser le nez. Et justement, oui, cette question de du regard, ou plus exactement de la bonne distance, de trouver la bonne distance, pour parler une minute, effectivement, de ce livre dont tu parles, et dont tu parles si bien, là, qui s'appelle Peste Noire, que j'aime bien, parce qu'au fond, enfin, je l'aime à la mesure du mal qu'il m'a fait. C'était difficile. Et ce qui était difficile, au fond, c'était de trouver la bonne distance, de savoir où, depuis quel point de vue on devait raconter cette histoire. Il y avait plein de possibilités, depuis les étoiles, dont les changements de radiation créent les conditions environnementales du saut d'espèces, ou depuis la puce du rat. Enfin, tous les niveaux étaient possibles. Et j'ai choisi de rester à mi-pente, une sorte d'échelle moyenne, qui est celle de la peine des hommes. Comme le dit Raymond Queneau, si l'histoire est la science de quelque chose, c'est la science de la peine des hommes. Et donc il fallait effectivement être à la hauteur d'une endeuillée, en l'occurrence, cette femme qui ouvre le livre, à la hauteur d'une manière générale de femmes et d'hommes qui mouraient ou pas d'une maladie dont ils ne savaient rien et dont on sait aujourd'hui à peu près tout. Et donc la question de l'histoire, c'est de l'écriture de l'histoire, c'est au fond trouver un lieu qui est un lieu de savoir et de non-savoir. Se tenir devant la souffrance des autres, comme le dit Susan Sontag, c'est accepter une position qui est aussi une position d'ignorance. Et ne pas faire le savant devant les ignorants du XIVe siècle. Voilà. Donc il faut trouver la bonne distance. Et c'est pour ça qu'effectivement ça recule. Nous sommes au XIVe siècle, mais non, nous ne sommes pas au XIVe siècle. Nous sommes en train de regarder des archives, mais non, on n'est pas à la même place. Nous sommes dans un amphithéâtre, bah oui, mais on n'y est plus. Et d'ailleurs, on n'y était pas parce que c'était le Covid. Bon, bref, donc on recule et ça se complique. Et c'est ça le cinéma. En fait, là, je parle simplement d'histoire et cinéma. Ensuite, on verra la peste. On dit souvent écriture de l'histoire, mais si écriture de l'histoire, ça veut dire faire des phrases, c'est une affaire de style, alors ça vaut pas la peine. Non, non, c'est une histoire de morale. Et donc, de ce point de vue-là, la question du travelling, évidemment, la seule question qui vaille, c'est où on place la caméra. Et c'est pourquoi, effectivement, quand je commence à réfléchir à la manière la moins qui serait la moins indigne d'écrire l'histoire, je me pose une question de cinéma. Par où commencer, où mettre la caméra, avec qui on est au début, voilà. Alors, c'est une question de cinéma, on va essayer de se la poser cet après-midi in concreto, en traversant une série d'extraits, vous allez le voir, de nature extrêmement variée. Il y a aussi des films que nous ne verrons pas,
mais que nous nous sommes sentis obligés d'évoquer, celui-ci par exemple, le 7e sceau, qui est sans doute le monument à la peste posé au milieu de l'histoire du cinéma. Tu veux en dire quelque chose ? Oui, c'est un moment d'ailleurs qui fixe en 1957 une sorte d'imaginaire apocalyptique de la peste noire. Donc je rappelle que ce qu'on appelle peste noire, d'abord on l'appelle noire, cette peste, depuis le 19e siècle seulement, depuis le romantisme noir dont on voit bien l'ombre ici chez Bergman. La peste du XIVe siècle devient noire au moment même où le choléra donne une peur bleue à l'Europe dans les années 1830, et bleu, les colériques l'étaient vraiment, noir, les pestiférés ne l'étaient pas vraiment, mais donc ça veut juste dire un événement terrible. Et cet événement terrible, c'est le moment paroxystique, 1347-1353, de la seconde pandémie, de ce que nous savons aujourd'hui, mais eux ne le savaient pas, être une maladie infectieuse causée par un agent pathogène qui s'appelle Yersinia pestis. Donc c'est le même nom, pestis, pour dire à la fois une maladie qu'on ne comprend pas et une maladie qu'on commence à comprendre depuis qu'Alexandre Yersin l'a découvert à Hong Kong en 1896. Eh bien, cet événement dramatique, catastrophique, c'est en fait la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Sans doute 60% de la population européenne meurt. Et donc on en a une vision nécessairement apocalyptique. En 1957, par exemple, au moment du 7e sceau, il y a un livre qui est extrêmement moins sur les historiens d'ailleurs que sur les écrivains, sur les cinéastes, sur les artistes, sur tout le monde, qui est très influent. C'est le livre de Samuel de Cohn sur l'Apocalypse, sur les cavaliers de l'Apocalypse, et ça veut dire effectivement qu'on est dans cet horizon d'attente. Mais ça, c'est les films attendus sur la peste, et la sélection qu'on vous propose crée plutôt des surprises. On va commencer par une première surprise. Nous ne sommes pas en 1957, nous sommes en 1975, et cette question de l'imagerie de la peste et de parvenir à soit décaper cette imagerie, soit à s'y enfoncer pour en comprendre quelque chose, est peut-être au cœur de l'extrait que nous allons voir. Premier extrait, s'il vous plaît. I'm not dead. What? Nothing. Here's your ninepence. I'm not dead. Here. He says he's not dead. Yes, he is. I'm not. He isn't? Well, he will be soon. He's very ill. I'm getting better. No, you're not. You'll be stone dead in a moment. Oh, I can't take him like that. It's against regulations. I don't want to go on the car. Oh, don't be such a baby. I can't take him. I feel fine. Well, do us a favour. I can't. Well, can you hang around a couple of minutes? He won't be long. No, I've got to go to Robinson's. They've lost 9 today. Well, when's your next run? Thursday. You think I'll go for a walk? You're not fooling anyone, you know. Look, isn't there something you can do? I feel happy. I feel happy. Oh, thanks very much. Oh, Joel. See you on Thursday. Right. Who's that then? I don't know. Must be a king. Why? He hasn't got shit all over him. Bon. Alors, plusieurs remarques. Donc, à l'écran, vous voyez
s'afficher un autre moment important de la carrière de Monty Python, ce moment du Monty Python Flying Circus, qui est un extrait de l'épisode 11 de la saison 1, où le professeur Cunning, incarné par Terry Graham, essaie de développer une leçon d'histoire et se trouve constamment interrompu par des extraits vidéo. Donc c'est exactement toi. Je me suis dit que c'est important d'avoir ton autoportrait, ton portrait par anticipation à l'intérieur de cette séance. Alors, plusieurs raisons au choix de cet extrait. D'abord, il est inconcevable à mes yeux de faire une séance de ce type sans les Monty Python. Ensuite, c'est une suggestion de Zeynep que je remercie vivement. Et puis, bon, la première chose, l'une des choses que j'aime énormément chez les Monty Python, c'est ce désir de cinéma qui les travaille à l'intérieur même de la parodie. C'est-à-dire que la parodie s'alimente toujours ou vient alimenter un désir de mettre en scène des images, de créer des images et de les rendre aussi fortes, sincères et impressionnantes que possible. C'est une chose qui m'intéresse ici, c'est une chose qui m'intéresse de façon générale dans Sacré Graal, parce que c'est un film qu'on peut revoir. La copie, par ailleurs, est excellente. Je n'ai pas vu d'aussi bonne depuis longtemps. Où, au fond, la poétique la poétique de l'imagerie médiévale se déploie à plein. Et ici, on y a droit. La boue, la mort, la charrette et le son aigre de la cloche qui vient ponctuer l'appel de celui qui ramasse les cadavres. Peut-être on peut s'arrêter un instant là-dessus, Patrick, sur cette image-là. Oui, parce que c'est pas évident pour l'instant. Évidemment, nous, ça nous fait rire parce qu'on se dit, bon, c'est cette vision boueuse du Moyen-Âge contre laquelle, d'ailleurs, les jeunes médiévistes tentent avec beaucoup d'ardeur, une ardeur qui m'étonne un peu parce que moi, j'ai pas tellement de patriotisme périodique. Donc, si on me dit, ah là là, le Moyen-Âge était pas moyenâgeux, oui, enfin si, quand même un peu. Ça ressemblait en tout cas plus à ça qu'à un film de Bresson ou de Romer, quand même, malgré tout, qui était finalement plutôt au milieu des années 70 la norme, où même John Huston, enfin voilà, ou Pasolini, c'est-à-dire que tous, de Huston à Pasolini, ils ont au milieu des années 70 non seulement filmé le Moyen-Âge, mais filmé un Moyen-Âge qui empestait, le Moyen-Âge de la peste, et pas comme ça. Donc là, il y a quand même un rapport, oui, c'est une parodie, mais une parodie de la reconstitution, et d'une reconstitution qui est aujourd'hui, effectivement, qui nous fait penser, je sais pas, au dernier duel, enfin un truc où on revient maintenant à un Moyen-Âge un peu boueux, mais qui à l'époque était déjà un petit peu en qui jouait à contre-jeu, en contre-pente de l'évolution cinématographique de l'image du Moyen-Âge. Et historiographique. Tout le nouveau Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est aussi battu contre l'image de ce Moyen-Âge pour expliquer qu'on se lavait bien davantage qu'ultérieurement, etc. Ce qui n'était pas forcément vrai, mais enfin, en tout cas, l'effet comique, il est là, mais qui est effectivement très sérieux. C'est comme, je pense que les Monty Python, c'est comme Alexandre Astier aujourd'hui. Ils rigolent, mais jusqu'à un certain point, et à un moment, ils disent non, mais on a quand même bossé, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la reconstitution historique. Il y a un amour de l'objet. Alors, le ressort comique de cette scène, vous l'aurez perçu, il réside en partie dans le contraste entre le caractère boueux, comme tu dis, de l'ensemble de la scène et la dimension extrêmement policée de cet échange, je dirais même impeccablement brit. Ils sont tout de même britanniques jusqu'à n'en plus pouvoir. Et puis policé aussi parce que tout ça est relativement organisé. Quand est-ce que tu repasses ? Je repasse jeudi. Et lorsqu'il s'agit d'embarquer ce cadavre un peu précocement. Le problème que pose le responsable de la charrette, c'est, je cite, « It's against regulation ». It's against regulation. Donc c'est contre, plus comment c'est traduit dans les sous-titres, mais enfin, il y a vraiment cette idée de la règle et des règles que les sociétés européennes se donnent ou parviennent à maintenir dans un temps où l'épidémie vient les heurter, vient les défaire. Le point de départ de ton livre, c'est quand même ça, le fait qu'il y a bel et bien des registres d'état civil au moment où on pourrait penser que tout est parti à volo ou à veau la boue.
Qu'est-ce qu'il en est de ça? Qu'est-ce que tu lis là-dedans? Oui, parce que l'autre grande œuvre sur la peste de 1975, outre les Monty Python, c'est Michel Foucault, Surveiller et punir. C'est vrai que c'est la même année. C'est vrai que c'est la même année. Ouais. Tu le savais pas? Je viens de réaliser. Oui, tu vois. Et au cœur de Surveiller et punir, pour celles et ceux qui n'auraient pas la ref, il y a une page immense, extrêmement célèbre, sur le règlement de peste, sur cette manière dont le quadrillage urbain est organisé minutieusement, de telle sorte que la surveillance des malades, avec tout ce problème, comment surveiller des malades sans tomber malade soi-même, donc oui. cette question de la distance de l'observation et de la contamination. Tout ça est mis en place et Foucault dit, voilà une matrice, puisque l'idée de Foucault, c'est que les règles et les lieux survivent aux événements qui les engendrent pour devenir la matrice urbaine, réglementaire, conceptuelle d'autres pratiques, d'autres technologies. C'est la matrice des disciplines modernes. C'est ça. Voilà. La salle de classe est née dans le quadrillage de la peste, si on le suit d'assez près. Et donc, il y aurait une sorte de société idéale de la peste, ou en tout cas du gouvernement en temps de peste. Et cette page célèbre a été la bande-son, il y a 5 ans, de films sur le Covid, parce qu'elle allait très bien, effectivement, avec ce qu'on vivait, si on voulait voir dans ce qu'on vivait une sorte de paradigme de la société disciplinée, écrite, réglementaire, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, chez Foucault, c'est, comme tu le dis, une forme qui survit à la fonction conjoncturelle qu'il avait fait naître et qui, d'une certaine manière, nous gouverne encore bien après son moment d'émergence, donc un paradigme. Et c'est vrai aussi, d'une certaine manière, pour l'historiographie. Moi, le truc qui m'a intéressé, c'est qu'en 1975, justement, 74-75, l'essentiel, au fond, de nos savoirs historiens sur la peste noire se constitue. Du point de vue documentaire, du point de vue philosophique, du point de vue de l'anthropologie historique. C'est le moment aussi d'un livre de Jean Delumeau qui s'appelle « La peur et l'Occident », qui décrit d'une certaine manière la fiction inverse du gouvernement de peste, qui est une société de peste, on va le voir tout à l'heure, totalement délivré, débridé et au fond livré aux affects érotiques les plus violents. Bon. Et les questions que posaient effectivement ces historiens autour des années 75, on peut dire qu'aujourd'hui tout a changé, la peste noire est méconnaissable parce qu'il y a plein d'autres manières d'en raconter l'histoire avec la génétique, avec les sciences environnementales, etc. Mais en même temps, les questions demeurent. Donc ça, c'est effectivement la première, ce que je trouve absolument passionnant. Tu disais Brit, évidemment, parce qu'il y a un côté très anglais, pas simplement dans l'humour, mais dans la référence. Pourquoi ? Parce que toute cette imagerie, c'est ne serait-ce que d'ailleurs les vidangeurs de peste, c'est-à-dire ce qui est montré là, ceux qui vont sur des chariots récupérer les cadavres, c'est pas une réalité du XIVe siècle, c'est une réalité du XVIIe siècle. C'est une réalité justement de Daniel Defoe, donc dans le journal de l'année de la peste, qui est au moment où il craint justement une épidémie, en 1720, il convoque le souvenir de la dernière catastrophe en date, 1668, et c'est ça au fond ce que fait la peste au cinéma comme à la pensée, c'est défaire le temps. C'est-à-dire que on voit quelque chose on voit une maladie nouvelle comme si c'était un archaïsme, et d'une certaine manière la confusion des temps entre le 14e, le 17e et on va dire justement les années 70, dans toute leur hantise à la fois philosophique et politique, se donne à voir. Alors, tu as raison sur cette... tu as raison, Patrick. Mais tu n'as pas tort.
C'est ça qui est tragique. En effet, l'une des règles que nous nous sommes données pour cet après-midi, c'est une certaine façon de voir comment les épidémies sont vues les unes à travers les autres. Tu as évoqué le Covid il y a quelques minutes et nous allons ainsi remonter le courant d'épidémie en épidémie, de strate en strate et du coup d'extrait en extrait. Avant d'engager cette remontée, on va peut-être s'attarder un petit peu à la fois sur la peste elle-même et sur les années 70 avec un deuxième extrait cette fois, et un extrait où la question du rire, la question de la comédie, qu'il faudra qu'on regarde tout à l'heure, est également présent. On va regarder tout de suite le deuxième extrait, s'il vous plaît. Le joueur de flûte, Jacques Demy. Summon my bailiff, my marshal, my seneschal, my reeve. Alors, le joueur de flûte de Jacques Demy et l'apparition de l'une des vedettes de cette affaire, le rat. Voilà, vous avez à l'écran d'autres rats, qui sont ceux que Werner Herzog avait relâchés dans la bonne ville, non pas de Delft, mais de Schiedam, puisque la municipalité de Delft avait refusé lors du tournage de Nosferatu, fantôme de la nuit, que Werner Herzog lâche 11 000 rats dans la ville, ce qu'il a donc fait dans la municipalité d'à côté, non sans les avoir préalablement teints en gris, car les rats qu'il avait achetés étaient blancs. Et voilà, donc il n'est pas impossible que Werner Herzog ne soit pas une bonne personne. Mais c'est intéressant de voir au chapitre, si l'on parle du rapport intime du cinéma avec les épidémies, Nosferatu, fantôme de la nuit, je m'y arrête un instant, est quand même un objet intéressant, puisque la séquence d'ouverture du film que Herzog avait tournée lui-même, il la tourne au musée des momies à Guanajuato au Mexique, où un grand nombre de victimes d'une épidémie de choléra sont exposées, épidémie qui était survenue en 1833, et il a sorti les momies des vitrines dans lesquelles elles sont exposées, il les a dressées contre un mur en les classant par rang d'âge, de l'enfance à la vieillesse, et ça donne l'ouverture du film, donc dans cette intimité entre l'expérience nue et le film qui définit au fond de Aguirre à Fitzcarraldo toute une partie de son cinéma, c'est-à-dire s'approcher d'aussi près que possible de l'insupportable réalité dont il s'agit de mettre en scène. Chez Demy, on est dans une distanciation qui est plus forte, qui est plus grande, qui est plus stylisée. Vous avez vu que ça n'est pas effectivement tout à fait le même Moyen-Âge. Mais apparaissent les rats, c'est-à-dire aussi... si on peut en dire quelque chose, en tout cas c'est la manière dont je lis cet extrait, la multitude. Ce que Demy met en scène dans cette arrivée des rats et dans la réaction apeurée des invités du mariage, car il s'agit d'un mariage officiel de la fille du bourgmestre, où sont présentes les autorités ecclésiastiques, qui se réfugie, vous l'avez vu, et il passe en disant mon sénéchal, mon intendant, mon évêque, etc. C'est la mise en scène de l'opposition ou de l'affrontement entre la multitude, entre presque le peuple des rats
et les autorités constituées jusque dans leur architecture, jusque dans ce gâteau de mariage qui en même temps est une cathédrale qu'il s'agit de faire construire. Donc on est au cœur de cette scène, disons, la dimension politique ou l'interprétation politique de ce que la peste a pu constituer. Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est-à-dire qu'en fait la peste n'a pas détruit la cathédrale. La peste n'a pas mis à bas, contrairement à ce que pensait Jean Delumeau, et parce qu'il avait trop lu Daniel Defoe d'une certaine manière, c'est-à-dire cette conception qui vient de très loin, qui vient de Thucydide, qui vient de la peste des Athéniens, qui n'était pas une peste en 430 avant notre ère, mais qui d'une certaine manière, enfin pas une peste au sens médical, mais qui est la matrice narrative de tout récit épidémique, c'est-à-dire que lorsqu'une maladie atroce vient frapper tant de monde en même temps, alors la société se défait. En fait, elle ne s'est pas défaite. Mais et justement, ce qui est intéressant dans ce moment des années 70, c'est justement que le cinéma, me semble-t-il, sur tous les tons et avec différents moyens, se pose la question, au fond, de la robustesse du système social en tant qu'il pourrait être confronté à des séismes violents. Oui, la multitude, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter historiquement que cette scène était impossible en Europe du Nord, que personne n'a vu le rapport entre la peste comme zoonose, c'est-à-dire comme maladie des rongeurs, et la peste comme épidémie qui frappait après coup et faute de mieux les hommes. Parce que les rats mouraient de la peste, mais se cachaient pour mourir. Et donc, on n'a pas vu au XIVe siècle de rats envahir la ville. On les a vus, enfin en tout cas en Europe du Nord, on les a vus en Andalousie, on en a vu largement en Égypte, et c'est pour ça que la médecine arabe décrit ce que la médecine latine ne décrit pas, mais c'est pour des raisons qui ne sont pas culturelles, qui sont des raisons en fait géographiques et climatiques. Donc déjà, il y a ça, ce truc qui est assez intéressant, qui est qu'aujourd'hui, faire l'histoire d'une épidémie, et je pense pas vous apprendre grand-chose à l'heure de la santé globale, One Health, c'est faire l'histoire d'une affection qui touche les animaux humains et non humains. Et en l'occurrence, pour la peste, beaucoup plus les non-humains que les humains. C'est une maladie des rongeurs qui, par la puce, va de temps en temps à l'homme, mais la puce, la pauvrette, il faut vraiment qu'elle soit affamée, désespérée, pour qu'elle quitte son hôte d'affection, le rat ou la gerbille ou l'écureuil ou la marmotte, et pique l'homme qui n'est vraiment pas son genre et qui n'est pas un bon repas. Mais parfois, elle n'a pas le choix. Mais il faut que tous les rats soient morts. Très intéressant, parce que ça prouve que si cette maladie est si meurtrière, c'est qu'elle est très mal adaptée à l'homme. Si vous jouez sur Plague, tu joues sur Plague? Pas souvent. Tu as tort. Bah, c'est un jeu chinois. Alors pendant le Covid, ils l'ont retiré parce que ça les arrangeait pas qu'on ait compris qu'en fait il y avait un jeu chinois qui s'appelait Plague. Vous jouez le virus. Vous êtes le virus, et comme vous jouez le virus, en fait, vous essayez d'être endémique, de devenir la grippe, par exemple. La grippe, c'est le paradis du virus, c'est-à-dire que vous êtes... C'est la success story du virus. Voilà, vous êtes chez vous partout, mais vous ne tuez pas votre hôte, ce qui n'est pas malin. Pas ça qu'il faut faire. D'accord. La peste, c'est une très mauvaise affaire pour tout le monde. Pour Yersinia pestis, pour le rat, pour la puce, pour les hommes, parce qu'à la fin, tout le monde meurt. Donc, en réalité, je vous le dis, si une peste revient, il ne faut pas tuer les rats, il ne faut pas les dératiser. Or, le joueur de flûte, c'est ça, c'est une dératisation qui tourne mal. Et qui n'a rien à voir avec la peste, au passage, puisque c'est ce conte de Grimm sur l'enfant, le rat et la flûte, qui
a plutôt comme horizon de référence historique le XIIIe siècle. Mais Jacques Demy rassemble tout ça, une fois de plus, c'est la confusion des temps, en une seule et même séquence. Alors il les rassemble, mais il les rassemble pas pour n'importe quelle raison, en effet. Donc ce qu'on comprend, c'est que la scène qu'on vient de voir est doublement anachronique ou doublement impossible. D'une part parce que personne n'avait fait le lien entre les rats et la peste, d'autre part parce que la cathédrale a tenu et qu'elle n'a pas été détruite par les rats. Mais si cette scène a cette force et si Demy ramasse comme ça le conte du joueur de flûte de Hamelin et la question de la peste, c'est qu'il le fait en mobilisant ce qu'on pourrait appeler, ce que j'aurais envie d'appeler un imaginaire anarchique. Oui. Ou anarchisant de la Oui. peste. Je me souviens d'un beau texte de Giorgio Agamben, dont les positions pendant le Covid ont été plus que contestables par ailleurs, mais c'est une autre affaire. Mais un beau texte de Giorgio Agamben, c'est dans l'ouvrage qui s'appelle Idées de la prose, que je vous recommande. Ce sont des textes brefs, j'aime beaucoup les textes brefs. Et celui-ci est un texte sur la pornographie et la danse macabre. Et Agamben, avec le goût du tête-à-queue qui le caractérise, dit qu'au fond, ce que la pornographie et la danse macabre ont en commun, c'est que les signes sociaux, ils sont mis en avant, ils sont en quelque sorte exacerbés. La toque de l'infirmière ou celle du bourgmestre, pour être immédiatement dévêtue, pour être immédiatement arrachée dans la grande égalisation des corps. Au fond, dans le sexe et dans la mort, ces deux représentations sont des représentations qui ne font briller les signes de l'appartenance sociale, les signes de la position, les signes du rang, que pour mieux les subvertir et les placer devant la grande égalité des corps baisants ou des corps mourants. Et Agamben y voit évidemment à ce moment-là une allégorie du communisme. Ce que je trouve intéressant, la danse macabre n'étant pas parfaitement étrangère à notre affaire, c'est que la peste transporte avec elle un imaginaire de la destruction des sociétés, qui n'est pas simplement un imaginaire négatif, si j'ose dire, mais qui est aussi un imaginaire de ligne de fuite, comme dirait Deleuze. Et dans le film de Demy, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que le joueur de flûte, embarquant les enfants, et la ligne de fuite de la jeunesse de 68 qui va déserter et laisser s'effondrer les villes derrière elle en embarquant tout le monde dans le doux et joyeux mouvement de l'art. Donc cet imaginaire-là, il se constitue comment? Il résiste comment ça se passe? Oui, et ça, c'est la ligne de fuite, tu as vraiment raison de le dire. C'est aussi le film de Huston dont je parlais, et Les Contes de la vie et de la mort, qui sont d'une certaine manière, qui tirent, on va dire, le fil pasolinien. C'est-à-dire, au fond, derrière, il y a cette œuvre majeure qui est née de la peste, qui est née de l'idée que, au fond, pour se sauver, enfin, c'est une idée qui est déjà dans les Mille et une nuits, qu'il faut opposer non pas une résistance frontale à la mort, mais savoir la tromper dans les dédales d'un labyrinthe d'histoires qu'on construira nous-mêmes, et donc se raconter des histoires pour survivre. Ça, c'est le Décameron, et c'est évidemment ça que Jacques Demy a en tête avec cette... D'abord, l'égalité. C'est une maladie égalitaire. Elle l'est médicalement, elle tue indifféremment les jeunes, les vieux, les malades, les bien portants, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres. C'est cette danse macabre des inégalités que, effectivement, on a dans l'œil. Si vous fermez les yeux, et qu'est-ce que vous voyez de la peste noire? Vous voyez deux images, vous voyez une faucheuse peut-être, ou la mort archère, c'est-à-dire celle qui évidemment va faucher indifféremment les jeunes et les vieux sur son cheval décharné, et vous voyez une danse macabre. Il n'est pas inintéressant de préciser que de ces deux images, la mort archère et la danse macabre, la première est légèrement antérieure à l'événement pesteux de 1348, 1330, ce qui est passionnant. Ça veut dire qu'il y a une image en réserve pour exprimer ce qui va venir. C'est elle qui voit venir le temps. On viendra tout à l'heure sur l'anticipation. Voilà. Et puis, une autre qui lui est au contraire très différée, la danse macabre des années 1440, pas avant. Les rats, c'est la même chose. On ne les avait pas remarqués. Maintenant,
dès qu'on fait un procès aux animaux au Moyen-Âge, c'est plutôt les rats qui ont mauvaise presse pour plein de raisons, parce qu'ils quittent le navire dès que ça va pas. Oui, c'est cette idée, cette société de la peste, c'est une société de la fête. Et là encore, c'est Thucydide qui le dit bien avant Boccace, et si Boccace le dit, c'est parce qu'il a lu Thucydide. Et s'il le dit, c'est parce qu'il veut qu'on croie vrai ce qu'il raconte. Et comme le modèle de cette société anomique et joyeuse de la catastrophe, à la fois désespéré et érotique et prégnant, il est si prégnant que pour que l'on croie que vous disiez le vrai, il vaut mieux faire croire ce que vous avez lu que ce que vous avez vu. Donc ça, personne ne l'a vu. Mais tout le monde va dire qu'il l'a vu. C'est le passage obligé. C'est le passage obligé. Et voilà, après, l'histoire telle que l'écrivent les historiennes et les historiens affronte son risque déceptif. Voilà, je ne vais pas vous faire rêver en disant je suis désolé, mais ça s'est passé... Vous savez, c'est ce que Michel Houellebecq, pardon, mais voilà, on a les prophètes qu'on peut, disait du Covid. C'est à la fois terrifiant et emmerdant. Et terrifiant. Et voilà. Et je suis désolé, mais pendant ces années où 2/3 de la population meurt, vous imaginez ce que ça veut dire? On s'accommode. D'accord. On n'en a pas profité pour... On n'en a pas profité. Non, oui, alors on n'en a pas profité. Par exemple, les femmes n'en ont pas profité, les pauvres n'en ont pas profité. Ou alors très, très, très brièvement. Et puis d'ailleurs, dès que les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose, c'est empêcher les dominés ou les plus humbles de profiter de la situation. Et en particulier en limitant la hausse des salaires qui inévitablement va avoir lieu si on ne réglemente pas, comme on dit dans les Monty Python, parce que voilà, par la loi de l'offre et de la demande de marché du travail, les salaires augmentent. Et ça, on ne veut pas. On a bien compris qu'on est dans l'imaginaire, mais peut-être avant de quitter Demy, mentionner le fait que cet imaginaire est non seulement... un imaginaire de la multitude libérée du poids des structures sociales, mais ça va de pair avec la recherche du bouc émissaire. C'est le cas. D'ailleurs, c'est le cas dans Nosferatu, ce qui est intéressant. On a longtemps où il est de coutume d'opposer au fond les vampires aux zombies, en disant au fond et on reviendra sur la question des zombies tout à l'heure. Les zombies, c'est la crainte des masses. Là où le vampire est une figure aristocratique. Et en réalité, ce qui est intéressant avec Nosferatu, c'est de voir que l'aristocrate singulier qui arrive en Angleterre, vous savez, avec son cercueil, avec la terre natale, pour pouvoir y perdurer, il arrive avec les rats, et que donc, d'une certaine manière, cette multitude malfaisante et cette figure de bouc émissaire, enfin de monstre aristocratique et malveillant, ce sont les deux face d'une même médaille. Et je le mentionne parce que dans ces Demy, il y a évidemment là aussi cette question qui est posée, qu'elle est posée à travers la figure du juif qui est le seul à comprendre qu'il y a un lien entre les rats et la peste, dans la stylisation que propose Demy. Et le juif, c'est Michel Piccoli. Michel Piccoli, qu'on va retrouver dans un instant, justement, dans un tout autre rôle, et nous allons rebrousser les siècles, changer d'épidémie. Nous sommes dans les années 1980. Nouvel extrait, s'il vous plaît. Tu remarques rien de nouveau, Marc? Tu as changé le revêtement des sièges, non? Et la moquette? Ça m'a coûté une fortune. Je suis très content. Hans est très coquet. Pour notre affaire, c'est urgent. Tout doit être réglé d'ici 2 semaines. Jean disait que vous étiez devenu aussi rapide que lui, avec les mains. Plus rapide. Vous avez entendu parler du STBO? Non. Tu lis pas les journaux? Jamais. Le STBO, cette nouvelle maladie. Le syndrome de... quelque chose, je sais plus. La maladie qui tue par milliers. Et c'est qu'un début. Qui tue par milliers les amants qui font l'amour sans aucun sentiment. Et plus on est jeune, plus le risque est grand.
En fait, il suffit qu'un des deux partenaires ne fasse pas l'amour par amour pour que les deux soient atteints. C'est ça, Hans? Oui. Le STDO, c'est un rétrovirus. Oui, rétro. Virus. Il se transmet par certaines caresses. On dit que les souffrances sont terribles. Atroces. Trouble de la vue, douleur aux articulations, vomissement, contraction des muscles. Le premier laboratoire, le seul à avoir isolé le virus, c'est la Darley Wilkinson. La Darley Wilkinson. La mise au point d'un vaccin leur ouvrira un marché considérable. S'ils y arrivent. Une histoire d'immunité, de défense. Oui, c'est ça. Ils ont installé leur laboratoire au 56e étage d'une tour moderne. On va passer devant. Notre client est un laboratoire étranger. Il paie pour avoir une culture de ce virus. Explique à Alex ce qu'on attend de lui. Et de ses mains. Tout là-haut. La Darley Wilkinson. Alors, vous aurez reconnu le deuxième long métrage de Léos Carax, Mauvais sang. Et c'est une étrange expérience, pour partir de là, de revoir ce film aujourd'hui, de revoir ce film qui, pour les gens de ma génération, a été un film marquant, important, vraiment important. Une étrange expérience, à certains égards difficile, parce que y a quelque chose d'empesé dans la mise en scène, quelque chose de raide, d'une raideur assumée, jouée, surjouée, des plans et des personnages, un rapport à la nouvelle vague qui, d'une certaine façon, n'est peut-être plus notre question aujourd'hui, qui en tout cas était vraiment la question de Léos Carax à cette époque, et peut-être quelque chose a un peu bougé, même si à revoir l'extrait là une troisième fois, c'est encore autre chose qui apparaît pour moi et quelque chose de plus drôle qu'on ne croirait. C'est-à-dire que y a dans la manière de détacher les mots de l'époque, de la manière de faire entendre rétrovirus, dans la manière de jouer aussi sur les sièges de la voiture, de parler des sièges de la voiture, etc. Il y a peut-être une nuance, sinon de comédie, du moins de poésie, qui joue, de poésie lettriste presque, qui joue différemment. Mais évidemment, ce qui est délicat et ce qui me semble pour le coup intéressant dans revoir ce passage, c'est l'argument du film, argument qui, dans mon souvenir, dans le souvenir que j'en avais comme spectateur d'époque, n'était pas ce qui m'avait le plus frappé. À l'époque, le fait que ce film mette au cœur de sa narration la question d'un virus, et d'un virus qui tue les amants qui font l'amour sans sentiment, n'était pas ce que j'avais moi retenu. J'avais été plus sensible à d'autres dimensions du film, mais c'est là, et je pense que si je ne l'avais pas retenu à l'époque, c'est que cette manière d'aborder, de poétiser ou de romantiser la question de l'épidémie de VIH était à l'époque relativement insupportable. En tout cas, c'était un objet de différend politique et esthétique important que de dire, au fond, face à la lutte contre le sida, tout ce qui tend à allégoriser la contamination, tout ce qui tend à y voir le reflet, l'écho, l'expression d'un affrontement immémorial entre Eros et Thanatos, tout ce qui tend à dématérialiser les modalités de contamination, la lestée d'un surcroît de symboles, tout cela est dilatoire. Tout cela est une diversion qui au fond, laisse de côté ce qu'il est important de faire, c'est-à-dire la dimension politique, les mesures à prendre, etc. C'était au fond très structurant à l'époque, dans mon souvenir, que de se situer dans cet affrontement-là, disons, d'un côté Les Nuits Fauves ou ce film. Donc, oui, c'est ça, c'est Les Nuits Fauves. C'est la question que j'allais te poser. C'est Les Nuits Fauves étant évidemment oui. l'un des aspects de ce problème, mais dans une certaine mesure, les textes de Guibert, alors on parlait là de gens qui étaient morts évidemment de la maladie, posaient le même type de question qui était au fond la complaisance avec laquelle
on emboîtait le pas, y compris des personnes touchées, pouvaient emboîter le pas d'un discours qui tendait à réintégrer la contamination et l'épidémie dans l'horizon des amours, et dans l'horizon des amours acceptables ou mortifères, enfin normal ou mortifères, je ne sais pas comment dire, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y avait un problème à cet endroit-là, à mon sens, c'est sans doute pourquoi, quand tu m'as dit revoyons vos mauvais sang, mon tout premier réflexe a dit pourquoi c'est cette affaire. Bon. Et de ce point de vue, c'est intéressant de confronter Mauvais sang à cette autre image. Donc, on ne verra pas tous les films, mais on en parle quand même, que cette image du film de Robin Campillo, 120 battements par minute, qui dessine un autre horizon esthétique et politique possible à la question de l'épidémie de VIH, qui était une autre manière de figurer la multitude au travers de cette symbolisation qui était ce qu'on appelait à l'époque un die-in, donc le fait de s'allonger par terre, hein, pour, non pas un sit-in où on s'assoit, mais un die-in où on fait semblant d'être mort, et où au fond les morts, la multitude des morts demandent des comptes aux vivants. Donc, la question que je me suis posée, je ne sais pas du tout y répondre, c'est est-ce qu'on doit en rester là dans l'appréciation de cette opposition? Est-ce que la question de savoir dans quelle mesure une société doit s'aimer pour résister n'a pas d'une certaine manière survécu à ce moment-là. Je veux dire que je me souviens assez nettement que dans les tout premiers temps de l'épidémie de Covid, les textes les plus frappants, les plus saisissants et les plus justes que j'ai pu lire émanaient d'anciens militants et militantes de la lutte contre le sida qui disaient il n'y a rien à attendre des institutions pour aller vite. Par contre, il y a un principe de solidarité réciproque et d'une certaine façon, un principe de protection réciproque fondé sur l'amour, fondé sur les sentiments que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres. Et pour agir au mieux, protégeons-nous les uns des autres au nom même de l'amour que nous nous portons les uns des autres. Et d'un coup, lisant ces textes, je pense au texte de Didier Lestrade, je pense aux textes d'autres grandes figures de la lutte contre le sida, mais c'est marrant, cette question de l'amour, dont d'une certaine façon, qui était un motif considéré comme presque un motif idéologique dans l'épidémie de sida, au moins dans cette mesure-là, revenait comme un motif politique de mobilisation, comme une façon de se dire il faut s'aimer suffisamment pour savoir qu'on ne doit pas s'approcher les uns des autres, ce qui est une épreuve difficile, mais c'est le prix à payer pour résister ensemble à une épidémie. Voilà ce que m'a fait, moi, la revision, mais peut-être avec eu d'autres intentions en mettant cet extrait au programme. Pour rebondir sur ce que tu dis, dire également peut-être que pendant toute la notion même de santé publique, et en tout cas les professionnels de la santé publique en France qui ont agi pendant le Covid, à commencer d'ailleurs par le professeur Delfrécy, étaient formés par le sida et avaient été formés par le sida à comprendre que les malades étaient les experts de leur maladie et que le sida a été justement dans l'histoire du pouvoir médical ce qu'il a le plus radicalement décapé, faisant des malades ce que Daniel Defer appelait des réformateurs sociaux. Le problème, c'est que le sida ne laissait pas le temps aux malades d'être experts de leur maladie et que c'est une toute autre histoire qui s'est ouverte. Mais c'est depuis cette histoire-là, effectivement, que moi j'avais envie de voir Mauvais sang, parce que là encore, il y a des effets de confusion des temps et de froissement d'une chronologie qui semble bégayer. On est dans ce moment-là, effectivement, la première moitié des années 80, avec... Bon, par exemple, toujours pour aligner les différents... tout ce qu'on vient de voir, là, avait été mis en scène par Jean-Pierre Vincent sur un texte de Bernard Chartreux à Avignon en juillet 1983, donc à un moment où la maladie rôdait mais n'avait pas encore de nom, ça s'appelait « Dernières nouvelles de la peste », et on disait tout ça en même temps. Et les
les spectatrices et les spectateurs, d'ailleurs, qui avaient détesté le spectacle, qui était un peu foutraque, première querelle d'Avignon, c'est de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'écriture de plateau. Certains étaient furieux, d'autres s'interrogeaient. Catherine Clément, dans son journal, écrit « Il y a de la prémonition dans l'air ». Donc ça veut dire, tiens, un texte qui s'appelle « Dernière nouvelle de la peste », juillet 83. Bon, là, on est en 86, c'est autre chose. Mais effectivement, ce qui se joue, c'est le rapport entre l'amour et la peste, qui est tout sauf métaphorique, hein, puisque de toute façon, l'amour est, en Occident, pensé comme une maladie, et comme une maladie contagieuse, et comme la plus terrible des maladies contagieuses. Et la maladie mortelle, voilà, depuis Tristan et Iseult. Bon. Donc, il y a cette sorte de romantisme farouche de Léos Carax qui paraît, et qui est effectivement, je te l'accorde, sans doute tempéré par un sens de la comédie, ou en tout cas d'un dialogue un peu ciselé et distancié, mais qui, au fond, je dis romantique, mais je pourrais dire tout aussi bien chevaleresque. Parce que c'est Tristan et Iseult. Voilà. C'est l'amour à mort, c'est la maladie de l'amour, c'est la maladie de la... Enfin, c'est tout ce que tu veux, qui n'a pas attendu Duras pour être d'abord terriblement énoncé au XIIe siècle, au moment où, effectivement... parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous parlez de contagion, par exemple, il y a quelque chose dont on avait parlé, mais on va en parler maintenant, c'est la question de l'immunité, hein, d'un système immunitaire qui est déjà à l'œuvre dans les 2-3 extraits, et puis pleinement, évidemment, dans mauvais sang, le sang empoisonné. Hein. Notre conception de la contagion, nous pensons que nous pensons les autres contagions par métaphore de la contamination médicale. Mais les sociétés dont on parle, les sociétés d'avant Pasteur, sont des sociétés sans microbes, donc qui ne pensent pas à la contagion, ou alors comme une contagion morale. La première des contagions, c'est la compassion, c'est-à-dire t'es triste, je suis triste, tu bailles, je baille, tu ris, je ris. C'est ça qui circule d'abord, et c'est par métaphore en fait de cette compassion originelle, qui est la contagion des émotions, qu'on a pensé la contamination des maladies. C'est pour ça que toute métaphore est meurtrière, et c'est pour ça qu'on n'aimait pas trop, c'est vrai, ces films, et c'est pour cela que, moi, à titre personnel, enfin en tout cas dans mon travail, pour articuler d'ailleurs l'amour et la peste, l'amour après la peste, ben voilà, pour moi, mon garde-fou, c'était Susan Sontag, son grand livre sur d'abord la maladie et ses métaphores, et puis ensuite le sida et ses métaphores, pour dire juste ceci, pour démétaphoriser cette maladie, parce que effectivement, ce qui est insupportable, c'est d'être malade 2 fois, c'est-à-dire malade d'une affection et malade ensuite des métaphores qui sont trimballées par cette affection, ce à quoi on doit juste répondre. Pour être juste avec cette maladie, il faut dire c'est juste une maladie, c'est pas une malédiction, ça veut rien dire sur la manière dont tu as aimé ou pas aimé. C'est pas de chance. Et on en réchappe peut-être. Toute la question étant de savoir si on peut se passer de métaphores. C'est-à-dire que si à l'instant même où on tâche de déconnecter ou déconstruire les métaphores pour accéder à la réalité effective de la maladie, les métaphores, et ce que tu dis de la profondeur historique en fait du motif de la contamination et de la manière dont il s'est retourné, si ces métaphores ne sont pas en même temps des opérateurs nécessaires, c'est-à-dire si on peut penser sans ou penser à vif ou à même le réel, c'est la question, voilà, peut-on se passer d'imaginaire d'une certaine façon. Non, il ne s'agit pas effectivement de couper la peste de son imaginaire, mais de se souvenir effectivement que faute de mieux, dès que quelque chose arrive, on lui donne un nom ancien et que, voilà...
Le sida a été d'abord le cancer gay, mais aussi la peste venue d'Amérique. Il y a de la prémonition dans l'air. Là, on parle de ce qui, ancien, vient qualifier le nouveau. On peut aussi s'intéresser à la manière dont le nouveau était déjà sur pellicule. Nous sommes en 2011 et nous allons regarder 2 extraits de ce film proprement sidérant. Nouvel extrait, s'il vous plaît. Hey. Yeah, John Neal here. You just had sex with me in a hotel and left without saying goodbye. Yeah, it ended up being delayed. So, sorry, I was panicking. Well, if I don't get to see you again, I just wanted to say it was nice to see you again. Yeah, it was nice to see you too. And listen, use that other email I gave you, because that's the only secure one, okay? Okay. You all right? Yeah, I'm just jet lagged. Well, you should go home and get some rest. Hong Kong's a long way. Oh, wait. Is that you? Yeah, that's me. They're calling my flight. All right, well, look, I'm really glad you called. Thanks. Bye. Thanks. Nous sommes en 2011. C'est un film de Steven Soderbergh qui s'appelle Contagion. Et c'est assez fascinant à regarder aujourd'hui. Alors là, on a un autre extrait, pour le coup, on a dérogé à notre règle, et c'est un photogramme de Contagion que nous voyons à l'écran, un photogramme où Jude Law qui joue un blogueur opposé à la vérité officielle sur l'épidémie, diffuse sur les pare-brises, sous les essuie-glaces, des petits tracts en indiquant que l'organisme chargé de la santé ment et qu'il y a un véritable médicament. Et ce médicament, c'est le Forsythia. Le Forsythia, qui est à peu près aussi difficile à écrire que hydroxychloroquine, mais enfin, on n'est pas très loin. C'est un film assez sidérant par la manière dont tout y est. Les cas contacts, la distanciation sociale, les zoonoses, la vaccination dans les stades, le médicament de perlimpinpin, les blogueurs et les antivax, la mise en question des organismes de santé, la difficulté des organismes de santé à s'entendre avec les autres organismes gouvernementaux, les cacahuètes et les doigts sur la machine, de carte bleue. Tout y est. Enfin, c'est un film assez incroyable. Au point que je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi on ne fait pas des films d'une manière générale, pourquoi on dit rien du Covid. C'était quand même il y a 5 ans. 5 ans après la peste noire, il y a un garçon qui s'appelle Giovanni Boccas qui avait quand même écrit le Décameron qu'on lit encore aujourd'hui. Si vous avez un ami qui vit dans un igloo, je sais pas, au Groenland et qui sort au bout de 5 ans en disant alors qu'est-ce qui s'est passé, alors on dit quelque chose d'incroyable. Quand même, le monde entier s'est arrêté, etc. Bon, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des livres formidables à lire ou des films formidables à voir. Ben non, rien, pas du tout. Pas un mot. Et je crois que nous payons aujourd'hui le prix politique exorbitant de ne pas avoir dit un mot de ce qui a occupé nos conversations au point de n'en rien dire. Puisque c'était une guerre d'occupation. C'est pour ça qu'on lisait La peste de Camus. C'était une guerre d'occupation, et en particulier occupation du langage, occupation des corps, etc. Bon, pour le cinéma, c'est peut-être plus simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'intérêt à faire un remake d'un film visionnaire. Oui, le film existait. Finalement, l'épidémie était une adaptation des films. Voilà. Alors, évidemment, c'est une
cet effet de prémonition, il est articulé sur des éléments précis, parce que si il est question de Hong Kong, vous l'avez vu, hein, voilà, il est question de vols internationaux, il est question de Hong Kong, de durée et de délai des vols qui permet à l'incubation de se faire. C'est que les zoonoses n'ont pas commencé avec le Covid, et que le Covid, dans l'effet de sidération mondiale qu'il a fabriqué, était la réitération d'épidémies possibles ou d'épidémies limitées qui déjà faisaient advenir l'ensemble de ces éléments-là, quoi. Oui, c'est pas effectivement du strict point de vue épidémiologique, le Covid, c'est pas le premier rétrovirus qui de type SRAS qui crée des infections respiratoires. Il y avait H1N1 par exemple en 2009, tout le monde l'a oublié, H1N1, mais il y avait déjà alors à l'époque, il y avait une ministre de la Santé qui s'appelait Roselyne Bachelot, qui avait eu la drôle d'idée d'acheter des millions de masques, et tout le monde se foutait de sa gueule en disant faut-il être con quand même, ça n'arrivera jamais, etc. Mais il y avait tout ça déjà. Donc, on ne dit pas que Soderbergh invente en 2011, mais simplement, au fond, c'est ça une prémonition, ou c'est ça la capacité de l'art à voir venir le temps, c'est que on tire sinon les fils, du moins les perspectives, c'est-à-dire qu'il y a un devenir possible qui est déjà là, qu'on n'a pas par préfiguration ou par rêve prémonitoire, mais simplement parce qu'il y a une situation, et cette situation, on la pousse à son... on tire la ligne, en fait, on tire la courbe jusqu'à un terme possible. On la pousse et on la laisse, je dirais, presque infusée cinématographiquement. Moi, Voilà. Une des choses qui m'a intéressé à voir ce film et à le travailler un petit peu, on était parti dans notre conversation sur cette séance de la fameuse expression truffaldienne des grands films malades. Et on s'était dit, hein, s'il y a des grands films malades, comment ça se manifeste? Bon. Ce qui est intéressant je ne sais pas si ce film est un grand film, on pourrait en discuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas bien. C'est-à-dire qu'il s'efforce, et vous l'avez vu dans cette séquence d'ouverture, de faire de la maladie non pas simplement le motif ou l'objet de la narration, mais d'une certaine manière de faire infuser la maladie dans la matière cinématographique elle-même. Il n'a pas bonne mine, par exemple, comme tu le faisais remarquer. Il n'a pas bonne mine. Il est jaune. Et le film est extrêmement jaune. Alors ça, c'est un truc que Soderbergh avait déjà expérimenté dans Trafic au début des années 2000 à propos du trafic de drogue en figurant... c'est à cette époque-là qu'on a commencé à jouer sur la colorimétrie des images de manière un peu forcée. C'est devenu d'ailleurs un tic passablement pénible, mais dans Trafic, voilà, quand c'était New York, c'était bleu, quand c'était le Mexique, c'était jaune, et vraiment, il y avait une couleur des images, une direction artistique très très marquée, et là, il le reprend à travers un film qui, au début, a vraiment la jaunisse, et puis dans un film qui, par ailleurs, tousse avant la première image. Vous avez vu que la toux, on l'entend sur le noir du générique, avant même que l'image commence, comme pour revendiquer cette idée que le film est lui-même traversé par la maladie. Et on pourrait dire, voyant cette séquence d'ouverture, j'ai repensé à un concept qu'on trouve chez Gilles Deleuze dans l'image temps, sauf erreur de ma part, dans le deuxième tome de son grand livre sur le cinéma, qui est le concept d'espace haptique. L'espace haptique, c'est l'espace qui se constitue par le toucher, non pas l'espace visuel, mais l'espace dont le raccordement s'opère par le toucher. Et Deleuze forge ce concept à propos de l'argent de Bresson, où effectivement, si vous revoyez l'argent, parce qu'il s'agit de l'argent qui passe de main en main, le nombre de plans sur des poignées de porte, sur des mains, etc., extrême. C'est vraiment le toucher qui assure le montage et la coordination de la narration. On a ici un film haptique. Et vous avez vu que les cacahuètes, la carte bleue, etc., jusqu'à cette scène assez magique où Kate Winslet explique qui joue une médecin dans le film, qu'on se touche le visage 2 à 3 000 fois par heure et pas par minute. Ça ferait quand même beaucoup, hein, soyons francs. Mais que donc le toucher, le cinéma essaye de toucher au toucher.
dans ce film, dans un film qui par ailleurs est évidemment adopte les codes du grand film hollywoodien et du blockbuster. On a quand même des tentatives relativement expérimentales de chercher quelque chose dans le rapport entre cinéma et maladie. Et puis il n'y a aucun suspense aussi. Il faut dire que on sait, le spectateur sait d'emblée ce qui va se passer et pourquoi ça va se passer, mais justement est au spectacle, comme l'historien devant des femmes et des hommes qui meurent à Marseille en 1347, au spectacle de gens qui, eux, ne le savent pas et qui ont des comportements à risque. C'est ça. Et on dit, on est comme à Guignol, on dit non, on touche pas, non, pas les cacahuètes, pas la carte bleue. Ne mangez pas les cacahuètes dans les cafés. Alors, c'est d'autant plus vrai que le film adopte dans sa narration une structure régressive, puisqu'on remonte, vous avez vu que ça s'ouvre par jour 2, et tout le travail des enquêteurs du CDC va constituer à essayer de remonter jusqu'au jour 1, et ce jour 1 nous est révélé à la toute fin, et on va voir le deuxième extrait tout de suite. Qui est la fin du film, la dernière minute. Bon appétit. Alors, oui, bonjour. On va y venir dans un instant à lui, au singe qui figure à l'image. Donc, un film qui remonte comme ça, qui régresse et qui régresse, mais qui progresse en même temps, parce que ce rapport entre les chauves-souris, les cochons et les restaurants et les clients, les oiseaux de Frédéric Keck, c'est les sentinelles de exactement. La pandémie. Oui. Puis les chauves-souris, ce ne sont jamais que des rats volants d'une certaine manière, ou des chicken from the cave, pour citer un autre film, Anchorman 2, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui car je tiens à ma réputation. Donc c'est un film assez intéressant, c'est une fin assez intéressante. D'abord, c'est une fin assez latourienne, c'est quand même un film qui donne un rôle de protagoniste à des non-humains, la cacahuète, la chauve-souris, l'oiseau, le cochon. La cacahuète, c'est vraiment un non-humain, c'est vraiment un partenaire non-humain, oui. C'est un acteur réseau. Oui, la cacahuète est un acteur réseau, ça me paraît assez clair. Et en même temps, ce qui est assez troublant, en fait, dans la narration de ce film, c'est que la remontée vers le patient zéro, puisque c'est de cela qu'il est question, c'est la remontée vers la femme infidèle. Ce que la première scène vous aura montré, c'est que cette femme, elle a couché sur le transit de son retour vers ce pauvre Matt Damon qui est très éploré dans le film. La femme, elle s'est arrêtée, elle a couché avec son ex et qui lui demande de poster des messages sur l'autre mail, celui qui n'est pas consulté, on peut imaginer, par son épouse. Et que donc, il y a une drôle de manière de ce film d'être écartelé entre un côté comme ça extrêmement réticulaire et choral et une narration linéaire et moralisatrice. On est vraiment entre la description d'un réseau et la remontée vers une faute. Et moi, j'aurais tendance même à voir cette tension dans la manière dont le film, c'est assez fascinant, convoque une pléthore de stars. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stars au générique. Jude Law, il y a Matt Damon, il y a Kate Winslet, on l'a mentionné, etc.
qui sont vraiment comme des figures. Bon. Donc on a cette manière de pluraliser, on se dit ça va pluraliser, mais il y a un truc qui ne va pas dans le film, c'est que les stars portent jamais de masque. Les seuls à ne jamais porter leur masque, parce que quand même il faut qu'on les reconnaisse, parce que ce sont les personnages principaux, eh ben, ce sont justement, c'est sa pauvre Kate Winslet, qui est quand même une épidémiologiste, qui va sur le terrain et qui se balade, alors que tout le monde autour d'elle est masqué, ce qui est assez singulier. Donc comme s'il y avait comme ça, à l'intérieur même de la narration, une tension entre un récit qui veut s'émanciper des logiques traditionnelles, de la logique d'un récit fondé sur des personnages avec leurs responsabilités, leurs culpabilités, etc. Et puis qui se retrouve rattrapé d'une certaine façon, parce qu'il faut tout de même qu'on voit le visage des stars. Qu'est-ce que c'est qu'un film de stars s'il n'y a pas leur visage? C'est une drôle d'affaire. Oui, et puis c'est une drôle d'affaire aussi que cette catégorie qui est, on le sait, inopérante sur le plan épidémiologique, mais dévastatrice sur le plan moral et politique, de Patient Zéro. Le premier livre sur l'histoire du sida est dû à un médecin croate qui s'appelle Mirko Gromek, qui est l'inventeur de la notion de pathocénose, c'est-à-dire le fait que les maladies vont en groupe, en communauté, et que chaque époque est signée par une maladie qui la domine, la lèpre, la peste, le choléra. C'est donc un immense historien et médecin, mais qui, dans cette histoire du sida, qui est la première, qui date, qui est très précoce et très prématurée, en fait, elle date de 1986 également, en même temps que Mauvais Sang, utilise ce terrible concept de patient zéro, qui a, on l'a vu, aussi frôlé un petit peu le débat public pendant le Covid, qui date de quand? On parlait de la peste de Marseille tout à l'heure, en 1720, la première qui est la peste la mieux documentée, qui est aussi un événement au cours duquel les médecins tentent de faire l'histoire immédiate de ce qu'ils sont en train de vivre et contre lequel ils tentent de combattre. Et c'est là qu'ils cherchent la première victime de la peste à Marseille en 1720, qu'on nomme Marguerite d'Optane, ce qui est une fiction, mais une fiction apparemment nécessaire. Beaucoup plus dramatique, évidemment, est pendant le sida, la recherche de ce patient zéro, donc en fait de la faute originelle. Et puis vous vous souvenez peut-être, on a accusé un steward canadien qui s'appelait Gaëtan Dugas d'être l'homme qui nous a apporté la peste. Tel était le titre d'un journal français. Le patient zéro. On retrouve la figure de la menace parmi les figures menaçantes. Vous avez aussi le singe, c'est celui qui est à l'écran. Alors aussi, c'est un film qu'on ne verra pas, Outbreak, 1995, avec Dustin Hoffman en particulier, qui paye ses impôts dans le film, visiblement de manière assez explicite. Outbreak, c'est vraiment le croisement, alors c'est une dernière figure possible de la peste au cinéma, entre le film de virus et le film de zombie. Voilà, on est vraiment entre Ebola et World War Z. Et dans ce croisement du film de virus au film de zombie, on a vraiment une espèce de métabolisation par le cinéma de cette question de la contamination. On va jouer entre figures cinématographiques, on va jouer à les renverser, à les reprendre. Et un ultime exemple, dernier extrait que nous allons voir, alors on n'est plus au cinéma, on est dans une série qu'on ne dira plus télévisée, car nous ne les regardons plus sur des télévisions. Ce sont des séries, et c'est une série toute récente dont nous vous proposons un extrait un petit peu plus long que les précédents, mais c'est une sorte de coda. Okay, how do you want to do this? I can put him to sleep if you want to do the cardiac sticks. I hate the cardiac sticks. You're more than welcome to gas them. I hate gassing them. Might be in the wrong career. All right, cardiac sticks it is. Let's get it over with. Uh-oh.
check it out. Damn. What do you figure happened there? I don't know. He's looking pretty dead to me. You got a heartbeat? Can't feel jack shit in these gloves. Huh. Huh, what? He's absolutely got a heartbeat. Strong one, just bam, bam, bam. It's weird. If I didn't know any better, I'd... Oh, God! Oh, shit! Oh, no. You've got to be kidding me. Did he break the skin? Yeah, it's through the glove. Shit, soak it quick. Keep it submerged. If it's bleeding, make sure to squeeze it out good. I'm gonna call this in as soon as I catch him, okay? Let's mark 336. And, Jen? Talk to me, Jen! 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 Getting out right now. I got you. Okay, come on. I got you. Jen, can you hear me? It's gonna be fine. You're gonna be alright. Come on. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You hear me? Come on, talk to me. Come on, Jen, come on. Jen, you alright? Jen? Just say something. Jen, I got you. Jen? Hey, Jen, can you hear me? Jen, say something. Damn it. Kidding me? Can you believe this thing? You got skinny arms. You think you could maybe, Hey. Yes?
C'est une assez bonne manière d'ouvrir la fin de notre conversation, que cette scène, non pas d'ouverture, mais enfin du premier épisode de la série Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan, à qui on doit déjà Breaking Bad et Better Call Saul. Vous aurez reconnu peut-être quelques maniérismes de ce showrunner, par exemple le goût des plans depuis l'intérieur d'un truc. Dans Breaking Bad, c'était l'intérieur du coffre des voitures généralement. Là, c'est l'intérieur de la machine à bonbons qui devient le lieu de la caméra. Et puis, évidemment, le retournement d'images déjà connu, déjà perçu, à commencer par ces combinaisons en surpression. Je voulais nous en trouver pour cette séance, je sais pas, je me suis dégonflé, c'est le cas de le dire, mais ces combinaisons en surpression qu'on trouvait dans Outbreak, qui évidemment sont devenus des tropes à l'intérieur du genre cinématographique. Le problème étant que ça se dérègle toujours. Évidemment, ça ne fonctionne. Les dispositifs, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Les dispositifs de protection ne fonctionnent pas et se dérèglent nécessairement. Mais ici, ce dérèglement conduit à une inversion dans une joyeuse contamination, vous l'aurez vu, et méthodique. Des uns par les autres, à commencer par la transgression des gestes barrières les plus élémentaires, à commencer par le baiser. C'est peut-être d'ailleurs une série aussi sur le Covid, en tout cas, qui fait fond sur notre hantise et notre fantasme du coup de rouler des galoches sans masque à tout un tas de gens. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Pluribus est une série au fond sur l'intelligence artificielle, puisque ça crée une communauté, on va dire, avéroïste, c'est-à-dire un intellectuel collectif comme Averroès le rêvait, où tout le monde sait tout sur tout. C'est une seule et même individualité, d'où la dimension, la coordination parfaite des gestes des différents personnages qui sont là, puisqu'en fait, ils sont un seul et même essaim, régi par une seule et même intelligence. Qui revient. On le sait dès le premier épisode. Donc, oui. Et puis après, oui. Il passe des choses. Oui. Et donc c'est ça en fait la question qui nous a occupé Mathieu aujourd'hui, c'est le rapport entre l'individu et la communauté, et qui est mise à mal ou mise à l'épreuve en tout cas par ces films malades de la peste. D'où le choix aussi de ce visuel du film d'Edgar Wright, qui est un film drôle de zombies qui s'appelle Shaun of the Dead, où ce pauvre Shaun est coincé, vous l'avez vu, dans une relation assez malheureuse à la communauté. Et puis, au fil de l'épisode, vous avez vu que cette question de l'amour et du geste amoureux, de Tristan et Iseult à mauvais sang, de mauvais sang au roulage de galoche devant la machine à bonbons, revient comme une sorte de double de cette réflexion sur la peste, sur la contamination. Tu sais que j'ai joué dans un film de zombies, moi. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Est-ce que tu veux nous parler de cette expérience ? Oui, Zombie Child de Bertrand Bonello, qui avait... oui, je faisais un prof d'histoire dedans, mais un prof d'histoire de la Légion d'honneur, ce qui est quand même pas mal. Oui, ça m'a permis... un matin, mes filles me demandaient « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Je dis « Je vais jouer dans un film de zombies. » Parce qu'il faut toujours dire la vérité aux enfants. Et ce film-là, parce qu'il parle effectivement de zombies, parce qu'il parle d'Haïti et parce qu'il parle d'amour, aurait été bien à sa place dans notre sélection, Mathieu. La prochaine fois, Patrick. Avec plaisir. En attendant, merci à toi, merci à vous de votre écoute et bon après-midi.